Merci beaucoup d'avoir répondu présent pour cette table ronde. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui sur ce plateau. Donc l'heure qu'on va passer ensemble va s'articuler autour de la question suivante, qui est quels projets les acteurs publics décident-ils de financer en phase de développement. Donc on cible plus particulièrement les organismes publics tels que le CNC et la région Île-de-France. Donc pour répondre à cette réflexion, on a eu l'honneur de recevoir des acteurs de l'industrie cinématographique, des actrices plutôt, dont 2 membres du comité public, donc Marine Coatalem. Bonjour, vous êtes chargée de mission au Fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle, documentaire de création du CNC. Et Myriam Gast, bonjour. Vous êtes chargée de mission au Fonds de soutien de la région Île-de-France. Et en face, si je puis dire, on reçoit 2 productrices. Donc Catherine Canton, qui est directrice de production et développement dans la société Rosebud Production, et Laurence Milon, qui est productrice au sein de la société Production La8. Donc pendant cette discussion, on va s'intéresser principalement au fonds de soutien public, comme Alix l'a dit. On va s'intéresser à leur travail et concernant notamment les projets documentaires et d'animation. Donc aussi bien à la télévision qu'au cinéma, que ce soit dans les festivals de courts ou de longs métrages. Le documentaire et l'animation sont 2 genres qui sont très présents dans le paysage audiovisuel français. Selon les chiffres du CNC, en 2021, 38 films d'animation sont sortis en salle en première exclusivité cette année-là. Ils représentent d'ailleurs 16,7% des entrées réalisées en salle. Et ils représentent aussi 2,9% de la production agréée, soit entre 3 et 12 films produits par an. Quant au documentaire, même s'il est encore fragilisé par la pandémie de Covid-19, il représente par exemple 17% de l'offre des chaînes de télévision gratuites et sa présence sur les plateformes de vidéo à la demande a été multipliée par 2 sur ces dernières années. Donc nous avons décidé de nous concentrer sur les acteurs publics et puisqu'ils sont évidemment des soutiens essentiels à la production cinématographique et principalement pour les 2 genres dont je vous ai présenté juste avant. Par exemple, les aides publiques et notamment les aides régionales constituent la première source de financement pour la production de longs métrages documentaires. Et nos invités aujourd'hui représentent et le cinéma et l'audiovisuel, à la fois ceux qui les produisent et ceux qui les soutiennent. Il est important de rappeler la distinction entre le cinéma, qui est considéré comme des œuvres cinématographiques, des films qui font l'objet d'une exploitation en salle, et l'audiovisuel, qui désigne, lui, les œuvres qui sont diffusées sur d'autres médias, tels que la télévision. Pour commencer cette discussion, on va d'abord présenter les fonds de soutien et aborder leur fonctionnement avec vous. Et ensuite, nous nous adresserons en majorité à Marine Coatalem et Myriam Gast encore pour cette première partie. Mais Laurence Milon et Catherine Canton, vous êtes évidemment invités à réagir tout au long de cette première partie. Ensuite, on passera au dépôt des projets, à la fois du côté donc, des comités et des déposants. Et pour évoquer en dernière partie la phase de sélection après évaluation des projets reçus. Donc on va commencer par une première question assez simple. Je vais vous la poser à toutes les 2. Pouvez-vous présenter vos fonds de soutien et donc vos fonctions et leur fonctionnement aussi? Bon, alors je commence. Bonjour, merci pour cette invitation. Donc, je suis Marine Coatalem, je travaille au CNC depuis 2019 sur le fonds. Je m'occupe du fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle pour le documentaire de création. C'est un fonds qui... Alors, je travaille au sein du service de la création, de la direction de la création des territoires et des publics. Donc, il y a plusieurs directions au CNC. Il y a la direction du cinéma, la direction de l'audiovisuel, la direction du numérique, du patrimoine et donc cette direction de la création des territoires et des publics qui regroupe un certain nombre de fonds, notamment, entre autres, puisqu'il y a aussi toute la partie territoire, action, éducation à l'image et formation, et un certain nombre de fonds d'aide qui sont des fonds transversaux, on va dire, qui soutiennent vraiment la création, le renouvellement de la création, la diversité de la création, qui intervient à tout stade, et notamment au stade de l'écriture, du développement, et pour des projets qui ont des formats très divers à partir du court-métrage, donc des
dès les courts-métrages jusqu'aux longs-métrages, que ce soit au cinéma ou à l'audiovisuel, pour différents genres, fiction, documentaire. Donc moi, je vais vous parler plus spécifiquement, effectivement, du Fonds d'aide à l'innovation documentaire de création, qui est donc un fonds assez ancien, en fait. C'est une aide à l'écriture, initialement, qui a été créée dans les années 80. Et qui a évolué largement parce qu'elle visait aussi la fiction initialement, et puis c'est spécialisé vraiment sur l'écriture documentaire parce qu'il y a très peu d'écriture, d'aide à l'écriture documentaire au CNC. Donc c'est vraiment la première entrée de soutien des auteurs au CNC en termes de documentaire. Ensuite, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais il y a toute la direction de l'audiovisuel qui a un fonds de soutien audiovisuel et qui soutient le documentaire très largement avec un budget très important de production, de soutien à hauteur de 66 millions d'euros. Donc c'est assez important. Et puis il y a aussi la direction du cinéma pour vous donner une idée un peu de comment fonctionne le CNC. Il y a la direction du cinéma qui soutient aussi le documentaire. Beaucoup moins, c'est beaucoup moins important que l'audiovisuel, mais néanmoins, pour le documentaire qui sort en salle, il y a des soutiens au scénario, et puis il y a l'avance sur recette, et puis voilà. Et puis à l'international, il y a aussi Cinéma du Monde, voilà, pour vous donner un peu un panorama des soutiens du documentaire qui est donc est présent dans chacune des directions finalement du CNC. Le Fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle a cette spécificité d'être transversal, donc de soutenir à la fois des documentaires qui se destinent à la salle et des documentaires aussi qui se destinent à la diffusion audiovisuelle. Voilà. Donc ce dont on va plus parler avec vous. C'est ça. Et donc, c'est un fonds qui aussi soutient à la fois des courts-métrages documentaires, du long-métrage documentaire, majoritairement, il est vrai, mais aussi, en tout cas, sont éligibles des formats un peu sériels. Voilà. Donc, très ouvert en termes de format, très ouvert aussi en termes de typologie, enfin j'y reviendrai, mais surtout d'auteurs qui peuvent être des jeunes auteurs qui sortent d'école pour qui c'est le premier film. Donc on a 40% des projets qui sont déposés qui sont des premiers films. Et en termes de soutien, on soutient au moins 30% de premiers films au stade de l'écriture, mais aussi parce qu'il y a ça se décline en différentes aides que je vais expliquer. Il y a aussi donc jusqu'au développement renforcé, ce qu'on appelle le développement renforcé, je vais vous expliquer ce que c'est, où on soutient aussi 20% de premiers films. Donc c'est assez important et c'est vraiment aussi une des spécificités, enfin des objectifs en tout cas de ce fonds, c'est vraiment d'accompagner les jeunes auteurs, l'émergence, voilà. Donc c'est également pas que des jeunes auteurs, mais aussi pour accompagner des auteurs un peu plus confirmés, plus expérimentés, qui ont déjà une œuvre qu'ils ont réalisée et qu'on continue d'accompagner parce qu'ils travaillent sur de la matière un peu singulière, en tout cas, donc des œuvres qui sont assez ambitieuses en termes formels. Ça, c'est vraiment la grande spécificité du fonds, qui s'appelle Fonds d'aide à l'innovation, l'innovation étant vraiment la singularité, l'ambition formelle des propositions et des films qu'on soutient. D'accord, merci beaucoup. Ça, on va y revenir sur les jeunes auteurs plus tard. Ouais. Est-ce que je peux vous demander de présenter votre fonds également ? Donc, bonjour, je m'appelle Myriam Gast. Moi, je gère le fonds d'aide à la production cinéma et cinéma international depuis presque 3 ans au sein de la région Île-de-France. La région Île-de-France, c'est en termes de montant d'aide, toute aide versée, c'est la plus importante en France. De façon historique, le cinéma est quand même très francilien, même s'il a des émanations un peu partout. Donc le budget total de la région, c'est autour de 20 millions. Ça regroupe du soutien d'éducation à l'image, des dispositifs comme lycéens au cinéma, puisque les régions gèrent les lycées, des médiateurs, par exemple de l'aide aux salles et aux rénovations quand il y a besoin, des festivals et des aides qui vont de l'aide à l'écriture de scénarios, un fonds de production, parce que nous on ne fait pas de développement, un fonds de production dédié au cinéma, un fonds de production dédié à l'audiovisuel, un fonds international depuis 3 ans pour les coproductions minoritaires dédié au cinéma, un fonds dédié à l'audiovisuel, qui pour le moment est peu attractif, et une aide à la post-production qui s'appelle aide après réalisation chez nous. Moi je gère ces 2 fonds cinéma. Le fonds principal qui est dédié aux productions La France est majoritaire, avec une obligation de tournage en Île-de-France à 50% pour les fictions. Et fiction, animation, documentaire,
il faut une obligation de fabrication de 50% avec une sous-ligne de dérogation européenne que je vous épargne, mais il faut 2 pays européens avec 15% chacun. Sinon, vous allez faire n'importe quoi en Belgique et vous êtes éligible. Et ce fonds d'aide à la production minoritaire. Je ne sais pas si vous voyez un peu une image plus globale du cinéma, mais quand vous regardez des films étrangers, très fréquemment, il y a un coproducteur français, en fait. Il y a presque toujours un coproducteur européen et très, très, très souvent un coproducteur français. La France a quand même cette... Qu'on le veuille ou non, et que les autres pays nous l'envient ou pas, c'est quand même le pays du cinéma historiquement, avant les États-Unis, avant l'Inde, avant tout ça. C'est quand même une invention française. Et avec cette spécificité, je pense aussi, d'une très grande diversité, avec des zones noires. On est moins bon en fantastique, on est moins bon en un certain nombre de choses, mais enfin, on produit quand même une très grande variété d'œuvres et une grande variété de budgets. Et il y a un respect partout dans le monde pour le cinéma français dans son implication historique. C'est pas pour rien que les producteurs étrangers viennent chercher ça. Et ça permet aussi à un certain nombre de pays au cinéma, enfin, qui ont des cinématographies menacées par des politiques plus complexes. Par exemple, ça peut être la Chine, ça peut être Taïwan, ça peut être l'Iran. Avoir un allié à l'extérieur permet souvent de... Chez nous, c'est considéré comme un film iranien, mais là-bas, ce sera considéré comme un film français. Ça permet souvent de zigzaguer aussi avec la censure. Donc, on a créé ce fonds il y a 3 ans. Le fonds cinéma, c'est 13 millions d'euros par an. Le fonds audiovisuel, c'est 3 millions. Et le fonds international, c'est 1,5 million. En général, c'est 1,3 pour le cinéma et 200 pour l'audiovisuel. Mais parce que les audiovisuels en coproduction sont des projets immenses et qu'on n'a pas un fonds gigantesque. Et nous, on soutient donc des documentaires, des fictions et des animations avec des taux de sélectivité... Notre taux de sélectivité, il est autour de 23%, tout confondu. Et nous, on est organisé par palier financier. Les films à moins de 2,5 millions, 2 millions à 5, 5 et plus. Et c'est 3 collèges. Parce qu'au CNC, les collèges, c'est en fonction de premier, deuxième long. Et après, les films de cinéastes plus établis. Nous, c'est par montant. Donc, si un réalisateur comme Desplechin fait un petit film, il est en collège 1. S'il a fait un plus gros film, il est en collège 2 ou 3. Alors, merci beaucoup. On y reviendra aussi également sur la 3e partie. Je m'adresse encore une fois à vous deux. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se composent les comités, quand il y en a, et combien y en a-t-il par an? Je reprends. Donc, on a 3 aides. Je décline rapidement pour expliquer ensuite comment fonctionnent les commissions. L'aide à l'écriture, voilà, qui est donc composée... donc il y a une commission spécifique écriture qui se réunit 6 fois dans l'année. Donc il y a 6 sessions, 6 dépôts à ce stade-là. Donc ça représente à peu près 700 projets qui sont déposés chaque année. Donc plus d'une centaine de projets déposés à chaque session. Voilà. Donc il y a un système sur l'aide à l'écriture et puis aussi au développement renforcé, à la 3e étape. Il y a la 2e aide, une commission de développement qui concerne les projets accompagnés au développement, les projets qui ont été aidés à l'écriture. C'est une commission spécifiquement de chiffrage et c'est la même composition que la commission écriture, c'est-à-dire un président et 6 membres qui sont des réalisateurs, des producteurs, des diffuseurs, distributeurs du domaine du secteur documentaire exclusivement. Donc c'est des gens qui soient réalisés, qui sont passés par le Fonds d'aide à l'innovation par exemple, qui sont une reconnaissance du secteur pour justement et qui sont légitimes pour apprécier, examiner ces projets. En commission développement, c'est principalement des producteurs qui se réunissent à peu près 5 fois par an. Et ça concerne que les projets qui ont été aidés à l'écriture. Donc, on a une 50aine de projets sur les 700. Voilà, on est à 50 projets qu'on aide maximum. Donc, ce qui fait une sélectivité très forte sur l'aide à l'écriture. Et puis, la 3e étape, le développement renforcé, où là, en fait, ce sont des projets qui peuvent arriver directement en fin de développement. Des projets qui n'ont pas encore et qui ont toujours cette singularité. Il y en a à peu près 130 qui sont déposés chaque année sur 2 sessions. Et on a une commission spécifique
pour le développement renforcé, qui est composé du même président que la commission écriture et développement, mais 4 autres membres. Voilà. Donc ça peut être des projets qui sont passés par l'écriture et le développement, qui ont été aidés à ce stade et qui viennent pour continuer leur financement et avancer dans la réalisation du film. C'est vraiment une aide qui a été mise en place en 2008, un petit peu plus tardivement que l'aide à l'écriture, pour inciter en fait les diffuseurs à se positionner, et les distributeurs aussi, puisque c'est aussi une aide transversale, à se positionner sur des propositions de documentaires un peu singulières, un peu ambitieuses, qui sortent un peu des écritures documentaires télévisuelles classiques, on va dire, et donc pour lesquelles les diffuseurs avaient du mal à se positionner en l'absence d'images. Donc ça permet en fait ça, c'est-à-dire financer un premier montage, un premier tournage, une première maquette du film pour accompagner et convaincre en fait les diffuseurs. Voilà. Donc on a à peu près sur 130 projets, 2 sessions, et sur les 130 projets qui sont déposés, une quinzaine de films sont aidés. Voilà. Donc aussi là une sélectivité assez importante. Et à chaque commission, il y a un stade de présélection. Ça, c'est quasiment dans toutes les commissions du CNC, pratiquement, pas toutes, mais on a une phase de présélection parce qu'il y a beaucoup de projets qui arrivent. Donc il y a 30% de projets à ce stade de la présélection qui peuvent monter en commission plénière, comme on dit. Voilà. Et ces comités de lecture, pour être complète, désolé, sont composés de lecteurs. Donc, par exemple, sur le Fonds d'aide à l'innovation, il y a une 50aine de lecteurs qui sont aussi des auteurs, des réalisateurs, des producteurs, qui travaillent dans le documentaire, qui fabriquent du documentaire et qui savent lire des dossiers d'écriture de documentaires spécifiquement. Voilà. Merci à vous. Et vous, Myriam, du coup, pour la même question du coup, par rapport au fonds de soutien de la région Île-de-France. Alors, chaque région a son fonctionnement. Pour info, nous, à la région Île-de-France, toutes les aides fonctionnent de la même façon. C'est-à-dire c'est des comités paritaires avec moitié des élus, moitié des professionnels. Il peut y avoir plus ou moins d'élus, plus ou moins de professionnels. C'est toujours moitié-moitié, mais on a des comités à 12, des comités à 8, etc. Mais par contre, c'est toujours moitié des élus, moitié des professionnels, avec en général un ou une présidente de chaque comité qui est un ou une élue et qui, elle, fait le lien, ou lui fait le lien, je dis elle parce que moi c'est une femme, qui fait le lien tout au long de l'année. Donc, en fonds de soutien cinéma, c'est la même chose dans le visuel. J'ai 4 élus et 4 professionnels avec des titulaires, des suppléants pour le collège 1, film à moins de 2,5 millions, 4 et 4 pour le collège 2, 4 et 4 pour le collège 3, donc 2,5, 5, 5 et plus, avec toujours la même élue. Donc sur les 4 élus, il y en a une seule qui fait le lien, qui est la présidente. Et le volet élu, ça a été mis en place comme ça par la mandature Huchon, qui est celle qui a initié l'aide au cinéma bien avant l'ère Pécresse. C'est une représentativité du conseil régional. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 2 LR, un kind of centre et un divers gauche. Voilà. Donc ça représente, c'est à l'image du conseil régional en fait. Et les professionnels, c'est des producteurs, des réalisateurs, des scénaristes pas assez à mon goût, des spécialistes de l'animation en collège 3, parce que chez nous, toutes les animations sont en collège 3, quel que soit leur budget. Quelques professionnels du documentaire en collège 1, puisqu'évidemment, statistiquement, la majorité des documentaires passent en collège 1 à moins de 2,5 millions. Et pour le moment, on n'a pas de lecteur dédié pour le volet international. C'est notre souhait, c'est pas encore mis en place. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une lecture très spécifique, puisque vous lisez des projets du monde entier qui ne sont pas rédigés en français, qui sont traduits. Donc c'est une autre façon d'appréhender. On n'écrit pas en Chine, en Inde, en Iran, en Égypte, comme on écrit en France. Donc c'est vraiment des écritures différentes. Il faut avoir cette capacité de jongler avec ce type d'écriture. Quand même, l'écriture, globalement, en France, scénaristique, elle est assez standardisée tout de même s'il y a des exceptions. Et aussi parce que les producteurs minoritaires, par définition, produisent beaucoup plus, puisqu'ils produisent en minoritaire. L'investissement que vous avez n'est pas du tout le même en termes de temps, d'implication, de gestion de la part que vous faites. Donc, du coup, il faudrait des lecteurs un peu qu'on puisse prendre et qui n'ont pas déposé. Parce que le problème, c'est que chez nous, ce n'est pas le cas dans toutes les commissions, mais à la région Île-de-France, si vous avez un projet déposé dans
dans votre palier, vous ne pouvez pas siéger du tout. Voilà, vous ne siégez pas. Donc potentiellement, ça enlève des lecteurs, ils ne sont pas disponibles. C'est toujours un peu un jonglage. Et moi, j'ai 4 comités par an sur le fonds de soutien classique, et en général seulement 3 sur l'international. Mais chaque comité, c'est 4 commissions. Collège 1, collège 2, collège 3. Et l'international, en fait, il est jumelé en collège 2 et 3 parce que ça va, on fait un tour de piste classique, un tour de piste international. Par contre, en collège 1, j'ai trop de projets déposés sur chacun des 2 fonds. Donc, c'est 2 comités à chaque fois. Donc, ça fait beaucoup de comités. J'ai une question. Il n'y a pas de diffuseur dans les comités de la région ? C'est très compliqué de prendre un distributeur quand vous faites... Bah non, c'est pareil, parce qu'ils sont jugés partis. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un de Canal+, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un d'OCS, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un de France Télévisions, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un d'Arte. Parce que dans votre comité, il y a forcément des préachats. Donc, ce n'est pas possible. En fait, on a quelques distributeurs, mais c'est très rare, parce que c'est très compliqué, puisque vous ne pouvez pas être jugé parti. Donc, du coup, voilà. C'est chez nous, je sais qu'il y a des comités où la personne sort, etc. Et puis un acheteur en télé, ce serait infaisable. C'est une obligation d'éligibilité d'avoir un préachat pour la télé, ce que tu dis. Et pour le cinéma, en revanche, non. Pour le cinéma, il n'y a pas d'obligation. Alors, au dépôt, il n'y a aucune obligation, même en télé, mais il faudra au moment du comité avoir un diffuseur audiovisuel. Ça, c'est obligatoire, avec un diffuseur national listé par le CNC. Et en cinéma, il n'y a aucune obligation de rien pour les films à moins de 2,5 millions, même si la période étant compliquée, c'est bien d'arriver avec des petites avancées, mais en même temps, la région, elle est aussi là pour être parfois le premier diffuseur sur des films plus fragiles. Elle l'a parfois été. Par contre, sur tous les films à plus de 2,5 millions, donc collège 2 et collège 3, il faudra 10% du financement acquis 10 jours avant le comité, en sachant que ce qu'on considère comme financement acquis, c'est pas les fonds propres, pas le crédit d'impôt, pas le fonds d'aide automatique. C'est-à-dire que tout ça, vous ne l'avez que si votre film se fait. Donc, ce n'est pas de l'apport, en fait. Il vous faut un diffuseur, un distributeur, un vendeur international. Vous savez tous ce que c'est qu'un vendeur international ? Ouais. Très bon. Une chaîne de télévision, l'avance sur recette. Voilà. Une autre région, éventuellement. Voilà. Mais c'est comme ça, voilà, développement. Très bien, merci beaucoup. Je pense que ça nous a tous bien éclairés et remis les bases de ces fonds de soutien. Je me tourne vers vous, du coup, productrice, pour vous poser votre première question. En tant que productrice, est-ce que vous arrivez à choisir la meilleure aide, celle qui convient le mieux à votre projet ? Et comment, vous vous basez sur quels critères pour la choisir ? Je vous en prie. On va dire la même chose, je pense. Alors en fait, il y a des aides qui sont incontournables parce que, alors moi je parle au titre, alors je suis Catherine Canton, pardon, je parle au titre du documentaire où en fait l'économie est très fragile et difficile. Donc bien entendu, il y a l'obligation d'un diffuseur pour pouvoir démarcher les aides, mais le premier vers lequel on se tourne, c'est le CNC. Parce que c'est véritablement un incontournable et absolument nécessaire pour financer un film. Voilà. Après, alors, il y a également la ProCirep, qui est une société civile et qui finance aussi par des subventions autant au développement qu'à la production les films documentaires, mais c'est quand même assez difficile à obtenir parce qu'on est nombreux. Après, c'est en fonction en effet de votre film et du contenu. Vous vous dirigez. Alors, je vais prendre l'exemple d'une série sur laquelle j'ai travaillé. Donc, c'est l'Iliade et l'Odyssée, qui était un documentaire hybride en animation, en iconographie, etc. On a fait appel à une société d'animation qui avait des locaux à Lyon. Donc, on a sollicité en effet la région de Lyon parce que toute la production d'animation se faisait là-bas. Bon, on ne l'a pas obtenu. C'est des choses qui arrivent. Mais voilà, on fait en fonction du film. Merci. Oui, donc moi, je suis Laurence Milon de la 8 Production. Ce qui est important au tout début d'un projet, c'est surtout les aides à l'écriture.
Donc les aides à l'écriture du CNC, du FAIA, des régions, la région Île-de-France et d'autres régions ont des aides à l'écriture, parce que cette période de développement et d'écriture, elle est primordiale. En France, on est beaucoup sur l'écrit et le dossier doit être absolument convaincant. Et pour qu'il soit convaincant, il y a une longue phase de réflexion, de maturité du projet, d'échange, d'aller-retour, de repérage. Et ça, grâce aux aides à l'écriture, quand on les obtient, on peut couvrir cette période. Donc c'est des aides qui sont essentielles. Donc l'aide à l'écriture, l'aide au développement, avant de pouvoir convaincre un diffuseur. Je vais m'adresser au comité. Comme on vous l'a dit, on s'intéresse aujourd'hui au genre du documentaire et de l'animation. Et on sait que ces deux genres sont proportionnellement moins soutenus par rapport à la fiction. Et est-ce que vous pouvez expliquer au public pourquoi? Est-ce que notamment c'est dû à une question de concurrence, notamment pour le documentaire, lorsque par exemple, même pour la fiction et l'animation en général, quand deux films se retrouvent à traiter de la même thématique ou même parfois du même sujet, est-ce que cette concurrence-là, elle rentre en compte dans le choix des films, enfin des projets soutenus? Alors, moi, je vais parler de... Alors, par exemple, à la région Île-de-France, en audiovisuel, il y a beaucoup plus de documentaires aidés que de films de fiction, enfin, que de fiction. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la production audiovisuelle, il y a beaucoup de productions... Enfin, en proportion, il y a plus de documentaires produits pour la télé qu'il y en a pour le cinéma. Donc, vous ne pouvez pas comparer... on l'a vu très vite dans nos interventions et dans les vôtres aussi. On ne peut pas comparer. Le chemin est quand même pas exactement le même. Nous, à la région Île-de-France, on est côté. Alors, on a une aide à l'écriture qui vaut pour le cinéma et l'audiovisuel et les documentaires, etc. Mais sur le volet audiovisuel, clairement, il y a beaucoup plus de documentaires aidés, il y a beaucoup plus de documentaires déposés. Il n'y a aucune comparaison possible. Alors, il y a des raisons logiques, c'est-à-dire que d'abord, il y a énormément de sociétés de production qui sont quand même encore implantées en Île-de-France et que dans le documentaire, nous, on n'a pas d'obligation de tournage en Île-de-France pour le documentaire. Ça dépend des régions, mais nous, on n'a pas cette problématique-là. Donc, à partir du moment où vous avez vos techniciens, toute votre post-production, éventuellement des effets visuels, etc., vous avez 50% de dépenses que vous faites très aisément en Île-de-France. Donc, du coup, c'est très simple de venir solliciter de l'aide. Sur le volet audiovisuel, pardon, il fait froid. Sur le volet audiovisuel, il y a peu de fiction déposée, au grand désespoir de ma collègue Mélène Thoman-Fox, pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que il est certain que quand on regarde l'historique de l'aide des régions, les régions, la province, pour le dire entre guillemets, s'est emparée des aides au tournage de fiction parce que le cinéma était très centré en Île-de-France, qu'on avait quand même une mainmise assez certaine de facto. C'est d'ailleurs pour ça que la région Île-de-France est une des dernières à avoir créé des aides en termes de soutien au cinéma, parce que tout était là et qu'ils se sont réveillés un peu tard en termes d'histoire. Mais du coup, les autres régions se sont emparées de l'audiovisuel et ont proposé des aides pour créer une attractivité pour les producteurs. Et c'est vrai que quand vous regardez les séries, les grandes séries de France Télévisions, etc., tous les trucs policiers là, avec tout ça, c'est quasiment jamais tourné en Île-de-France en fait. Donc du coup, nous, en termes de sélectivité sur le fond, sur l'aide à la production audiovisuelle, le documentaire est largement, on soutient plus de doc. En termes de prorata, on soutient autant de pourcentage de doc que de fiction, mais dans les faits, on a beaucoup plus de documentaires soutenus que de films, d'unitaires ou de séries. En cinéma, alors, nous, on a en moyenne, par dépôt, une vingtaine entre 15 et 20 documentaires qui déposent à chaque session, donc ce qui n'est pas rien. Et on a un taux de sélectivité qui est à peu près celui qu'on a partout. On est autour de 28% à peu près. Nous, notre sélectivité, la moyenne est à 23, mais en fait, on est plus sélectif sur les fictions entre 0 et 2,5 et 2,5 et 5. On l'est moins sur celles au-dessus, etc. Mais en gros, sur les documentaires, c'est quasi 1 sur 3 qui est aidé. La moyenne de budget des documentaires cinéma déposés chez nous, elle est autour de
300, 350 000 euros de budget. Voilà, peut-être 400. Mais voilà, c'est ça la moyenne. Et nous, le calcul, c'est 15% du budget total. Ce n'est pas un pourcentage sur les dépenses, qui est le cas pour la fiction et l'anime. Et du coup, le maximum que vous pouvez obtenir, c'est 100 000 euros. Et l'aide moyenne versée, je crois qu'elle est autour de 65 000 en documentaire. C'est vraiment... voilà. Mais en termes de sélectivité, on est pareil qu'à la fiction, on soutient. Et si vous voulez savoir ce que choisissent les... Vers quoi vont les... En cinéma, ils vont vers, souvent, des incontournables, évidemment, Nicolas Philibert, Depardon, etc. Beaucoup de premiers et deuxièmes longs, mais pour des raisons assez simples, qui sont, je vais être très pragmatique. Il y a des années, Catherine Bizerne, qui est la directrice de la Déléguée générale du cinéma du réel, avait présenté sa présentation en disant qu'il y avait plus de 50% de femmes. Ben, c'est très simple. Pourquoi il y a plus de 50% de femmes en cinéma, en documentaire? Parce que c'est des films de pauvres. C'est pour ça, en fait. Plus les films sont pauvres, plus vous avez des femmes. Et plus les films sont riches, moins vous en avez. Et du coup, les documentaires, comme les aides sont basses, le pari que vous prenez sur un premier long métrage de documentaire, vous donnez 35 ou 40 000 euros. Si derrière, il y a une production un peu installée comme la 8 ou comme d'autres, même si nous, on n'a pas eu souvent l'occasion de travailler ensemble côté cinéma, ben, le risque, entre guillemets, est faible. Voilà. Très bien, ben, merci beaucoup. Alors, on va clôturer cette première partie. Merci de nous avoir éclairé sur le fonctionnement de ces comités. Et pour continuer cette table ronde, on va maintenant aborder la partie de dépôt du projet, donc qui vous concerne un petit peu plus. Pour ça, on va se tourner vers vous, Catherine. Vous êtes directrice de production donc, chez Rosebud. On a vu que vous aviez eu l'occasion à plusieurs reprises de produire des documentaires pour la télévision, surtout. Et Laurence, vous êtes productrice au sein de la société La 8. Vous produisez également des documentaires, surtout pour la télévision. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes étapes de développement des documentaires ? La première étape, c'est la rencontre avec un auteur et l'écriture, à savoir que... alors, où la production peut apporter un sujet et choisir un auteur pour le développer, ou c'est un auteur qui vient vers vous, un auteur-réalisateur aussi, pour vous présenter son projet. Et si vous y adhérez, voilà, on se lance dans l'aventure. Donc après, il y a un échange commun, un travail qui est nécessaire très souvent pour... éventuellement pour retravailler le projet dans la mesure où un producteur est censé connaître un peu les desiderata d'un diffuseur. Donc il va travailler dans le sens où le projet doit être présenté à une chaîne ou à une autre. Voilà, donc il y a toute cette étape dans un premier temps à faire et à développer. Et ensuite, il y a multiples étapes derrière. Donc, il y aura tout un échange aussi pour envisager les équipes, monter le budget, voilà, pour ensuite démarcher le diffuseur. Oui, non, c'est ça. Et la rencontre est très importante. On travaille bien quand on s'entend bien, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a la rencontre avec le sujet, qui doit être un sujet qui vous parle, en tout cas sur lequel vous allez avoir envie de travailler pendant 2-3 ans. Et il y a aussi la rencontre avec la personne. C'est un langage commun qu'il faut avoir. Et puis voilà, oui, effectivement, ça s'étale sur plusieurs mois, parfois sur plusieurs années, avant d'avoir tous les éléments qui permettent de construire un dossier avec un récit, avec un début, un milieu, une fin, avec toute la singularité qu'on sent chez la personne, comment la retranscrire dans un dossier, dans un film. Ne pas faire, parfois quand on a des sujets un peu ethno ou sociaux, ne pas faire une thèse sur le sujet, mais voilà, amener le réalisateur, si c'est un premier film, à vraiment penser film,
laisser de la place aussi aux lecteurs que vont être les commissions et les diffuseurs pour s'approprier le film aussi, parce que quand vous lisez un dossier, vous avez aussi une marge d'espace nécessaire pour faire votre idée du film. Donc c'est une articulation qui n'est pas évidente, parce qu'on les pousse à écrire énormément et à développer énormément, parce que les commissions nous demandent d'être quand même assez le plus pertinent possible. Et en même temps, il ne faut pas non plus tout dire. Merci beaucoup. Ah ben moi, je parle que du documentaire, et qui s'écrit absolument au tournage. Absolument, ouais. On ne veut pas tout dire. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on demande dès le stade de l'écriture un dossier en fait d'écriture assez développé déjà. Donc ça, c'est un peu la question, une grande question pour les auteurs, c'est à quel moment déposer un projet au FAI écriture. Il est clair que le fait qu'il y ait beaucoup de projets qui sont déposés rend la sélectivité assez forte, et donc forcément des projets, les auteurs viennent avec des projets qui sont un peu plus avancés que ce qui pourrait être finalement pour une aide à l'écriture. Ça, c'est la difficulté première, et puis encore plus désavantagé pour les jeunes auteurs et les premières œuvres, parce que souvent il n'y a pas encore de producteurs, et que c'est vrai qu'au FAI écriture, les auteurs peuvent venir déjà accompagnés avec des producteurs, ce qui n'est pas forcément le cas à soutien scénario du cinéma, où il ne faut pas de producteur. Bon, ça, c'est après une autre question. Mais... Donc, du coup, quand il y a un producteur, c'est sûr que le dossier, il y a un regard du producteur sur l'écriture, donc, qui accompagne l'auteur, qui l'aide aussi à développer et à mieux retranscrire au mieux, en fait, ce qu'il imagine pour son film. Ses intentions de cinéma, ses intentions de réalisation... un peu le mouvement général du film. Et aussi la spécificité sur le fonds d'aide à l'innovation, pour pallier un peu ces difficultés d'écriture et de rapport à l'écrit qu'il y a parfois pour pas mal d'auteurs, en fait, parce que leur travail, c'est quand même de faire des films, c'est qu'il est possible de mettre des images de repérage. Hein. En documentaire, c'est souvent, effectivement, un aller-retour entre l'écriture... les repérages, voilà, sur les lieux, avec les personnages. Voilà. Donc ça, c'est aussi aider quand même les lecteurs, les membres de commission, à comprendre en fait ce que veut faire l'auteur, ce qu'il imagine pour son film déjà au stade de l'écriture. Présenter des rushs, ça peut être intéressant pour montrer un peu le rapport filmeur-filmé, le lieu, le personnage, enfin voilà, le lien de confiance qui s'est déjà instauré avec son personnage. Enfin, c'est important aussi pour donner une idée assez concrète déjà, même si effectivement c'est du réel. Donc tout ça va très 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 vite évoluer. Enfin voilà. Donc, je rajouterais juste quelque chose. Nous, à la région Île-de-France, alors on a une aide à l'écriture de scénario, qu'on soit avec ou pas un producteur, mais sur le fond de soutien cinéma, en tout cas, sur le documentaire, normalement, chez nous, il faut déposer avant le tournage, c'est obligatoire. C'est ouvert tout le temps, et on dépose sur la plateforme. Mais c'est vrai que sur le documentaire, voilà. Et on a toujours été, autant sur une fiction, ça m'est arrivé une fois un producteur qui m'appelle en me disant on a oublié de déposer. Je lui dis mais vous avez oublié que vous tourniez en fait. Enfin, c'est pas... Donc on l'a pas accepté évidemment. Mais sur le documentaire, on est le moment où on commence à repérer, on commence à rencontrer des gens, où on fait des images conservatoires, par exemple, quand on filme un lieu qui va être démoli ou des gens âgés, etc. C'est vrai qu'on a toujours eu en gros, moi, quand les producteurs nous appellent, en tout cas nous à la région, et moi me disent, oui, on a commencé à dire, non, tout ça, vous le passez en préparation, repérage, images conservatoires. On n'a jamais eu une opposition des lecteurs sur ce type de projet. Jamais vu un producteur me dire « Ah non, il a commencé à tourner, on ne le prend pas ». On sait très bien que c'est beaucoup plus fluctuant et que du coup, en effet, l'écriture, elle se construit aussi au fur et à mesure des rencontres. Voilà. Oui.
Je voulais préciser que ça, c'est quelque chose aussi qui a évolué. Donc, au Fonds d'aide à l'innovation, c'est très clair. C'est un fonds qui est dédié aux documentaires, donc qui est collé à la pratique de fabrication des documentaires. Donc, évidemment, on peut venir avec des images. Et sur le développement renforcé, où on est vraiment juste avant l'entrée en production, on va dire, il y a déjà beaucoup de projets qui arrivent avec des bouts à bout. Enfin, voilà, effectivement, on appelle ça du repérage, du tournage conservatoire. Enfin, voilà. On est très ouvert sur ce type de fabrication. Je voulais juste préciser que ça a évolué aussi côté cinéma, la direction du cinéma à l'avance sur recette, par exemple, qui est vraiment l'aide à la production, qui aide aussi du documentaire, alors beaucoup moins que de la fiction, ça c'est très clair. On est plutôt de 10% des projets qui sont des documentaires qui sont aidés, mais où il y a aussi cette jurisprudence qui s'est mise en place, puisque l'avance sur recette, normalement, on dépose avant tournage, mais souplesse pour les documentaires, où il y a aussi effectivement la notion de tournage conservatoire qui permet au projet d'arriver, alors même qu'il y a déjà des images, il y a déjà du travail de repérage, mais ce n'est pas considéré comme du tournage. Voilà. Merci à vous pour ces réponses très éclairantes. On va maintenant s'intéresser à la phase de la sélection des projets. Et donc, pour un peu rappeler au public qui nous écoute, parmi les fonds de soutien régionaux et également ceux du CNC, plusieurs critères vont attirer l'attention des lecteurs. Et ils sont dit, évidemment, ils varient en fonction des aides et des territoires, mais on peut en dessiner quelques-uns. Donc évidemment, il y a le critère artistique, donc l'originalité du scénario, l'originalité du projet et les partis pris aussi de la mise en scène qui sont imaginés par l'auteur. Il y a aussi évidemment des critères économiques et territoriaux. Évidemment, il faut prévoir des dépenses dans le territoire dans lequel on dépose, et notamment dans la région dans laquelle on dépose, même si, comme vous le disiez, Myriam Gast, ce n'est pas toujours le cas, notamment pour le tournage. Voilà. Et donc, il y a ces critères-là, et on attend des projets qui permettent de favoriser l'emploi, favoriser l'activité de certaines entreprises locales, et également de faire émerger des auteurs, notamment des jeunes talents issus du territoire, notamment des régions. Et il y a aussi un critère propre à la diffusion. Alors ça va dépendre aussi des aides. Par exemple, le fonds de soutien cyclique en région Centre-Val de Loire pour le soutien des projets longs métrages d'animation. Ils imposent une exploitation cinématographique à l'aide à développement donc pour les projets qui sont déposés. Mais en général, on va dire que les fonds de soutien impose que l'œuvre soit au final vue par tous les publics et dans le plus de conditions possibles. Et donc, avec tous ces critères-là, je m'adresse plutôt aux producteurs. Comment est-ce que vous prenez en compte tout cela, notamment dans la constitution de vos dossiers ? Je dirais que c'est difficile parce qu'en fait, on tient compte des critères sur la base d'un sujet, d'un film, d'un scénario, etc. Donc, c'est pas obligatoirement. Enfin, moi, je travaille pas de cette manière. C'est-à-dire que je vais pas créer des choses dans le film pour aller chercher la région, parce que des fois, ça peut vous coûter plus cher que si vous exploitiez, enfin vous travaillez sur un film destiné à la région Île-de-France, vous n'allez pas aller faire en sorte d'aller chercher une région à l'extérieur avec des critères de toutes parts créés. Donc c'est maintenant il y a par rapport au CNC, c'est vrai qu'il y a des critères d'éligibilité ou pour générer votre compte automatique qui sont plutôt intéressants et qui sont destinés à vous aider à produire avec plus de facilité sur les précédents, enfin les projets suivants. Donc c'est vrai qu'il faut quand même les anticiper. Notamment sur les jours de montage, aller chercher aussi la distribution à l'international. Alors je ne les ai pas tous en tête, mais
voilà le bonus musique. Voilà, ça, ce sont des choses qui sont vraiment intéressantes à aller chercher, en effet, pour avoir du généré de manière plus importante. Oui, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle du CNC dans les aides au-delà de l'écriture. Oui, parce qu'effectivement, il y a 2 guichets en fonction de votre statut. Si vous avez produit suffisamment pour avoir un compte automatique, ou sinon vous allez dans une commission sélective. Mais en tout cas, dans le compte automatique du CNC, effectivement, maintenant, ça marche par bonus, c'est-à-dire que vous avez une certaine somme qui est augmentée si vous justifiez d'avoir payé, rémunéré X somme à un musicien, si vous justifiez de rémunérer au-delà de 40 cachets un réalisateur, au-delà de 35 semaines de montage un monteur, que vous avez des sources de financement diverses, que vous avez des aides à l'écriture, tout ça, ça alimente en fait la somme qu'on va vous allouer. Donc ça récompense les films qui sont bien produits quelque part. Ça récompense les films qui ont déjà des outils, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que en fonction des sujets, des réalisateurs et du territoire, effectivement, on ne va pas voir n'importe qui. Oui, c'est ciblé, par exemple, l'aide à l'écriture du CNC. Tous les documentaires ne vont pas à l'aide à l'écriture. Nous, en tant que producteurs, c'est de notre responsabilité de ne pas déposer à l'aide à l'écriture n'importe quel projet. Enfin, n'importe quel projet, ça ne veut rien dire, mais un projet lambda. Enfin, je veux dire, c'est réservé quand même à certains profils de projets. J'allais rajouter qu'en effet, quand un projet nécessite véritablement du développement, en effet, on va chercher les aides à l'écriture à ce moment-là. Parce que sinon, pour d'autres films, on va directement sur la production du film. Donc justement, vous allez chercher les aides et vous les accordez. Pas toujours. Enfin, pas toujours. Pas toujours, malheureusement. mais ça arrive. Alors justement, vous nous avez dit qu'il y avait 23% à peu près, en tout cas c'est la moyenne, 23%, excusez-moi. Et 28 et 10% du coup pour le CNC tout à l'heure. C'est 8% pour l'écriture. Voilà, on est un petit peu au-delà. Ouais, ces dernières années, c'était 8%. Sur le développement renforcé, donc qui est une aide un peu plus conséquente. C'est pas une aide à la production, mais ça permet de financer déjà un premier tournage. Donc on est autour de 40 000 euros déjà. Et là, on a un des taux de sélectivité à 12%. D'accord. C'est plus favorable. Et alors justement, qu'est-ce qui justifie ces sélections ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les raisons de choisir tel ou tel projet au moment des comités ? Parce qu'on pourrait imaginer qu'un réalisateur connu, c'est la première idée qui nous viendrait en tête, un réalisateur connu avec un très bon casting aurait forcément l'aide. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Casting en documentaire. Oui. Ah oui. Non, nous, sur le FAI, il y a vraiment, c'est très, très majoritairement quand même des critères artistiques. C'est-à-dire que ce soit sur l'écriture, développement renforcé. Sur le développement, c'est un peu particulier parce que c'est une commission de chiffrage. Donc, c'est vraiment sur le travail de production, de développement, la stratégie de développement du producteur. Voilà comment il justifie en fait sa demande au vu des repérages, du travail de documentation qu'il y a à faire sur le projet. Enfin voilà, toutes ces questions-là. Comment il rémunère aussi l'auteur en droit d'auteur, comment il rémunère les techniciens artistiques sur la phase de développement, du repérage. Voilà. Donc c'est tous ces éléments assez financiers, économiques sur la commission développement. Mais la commission développement n'est pas une commission vraiment sélective parce qu'en fait n'aide que les projets qui ont été déjà aidés à l'écriture. Donc c'est une aide quasi automatique. C'est 99% des projets qui sont aidés. Voilà. Donc on a en gros 46 projets aidés à l'année au développement et 48 à l'écriture. Voilà. Donc
Par contre, effectivement, sur la commission écriture, on est vraiment que sur des critères d'ambition artistique, de qualité d'écriture, certes, mais d'écriture documentaire et d'intention, en fait, de singularité. Quel est le point de vue de l'auteur sur la proposition qu'il présente, quel est son point de vue, quel est son point de vue aussi formel, enfin, quelle est sa proposition formelle, esthétique. Donc c'est vraiment des projets, et Laurence le disait, tous les projets ne viennent pas à l'écriture du CNC. Il faut vraiment justifier d'un temps d'écriture, de développement assez long. Donc c'est vraiment des propositions assez singulières qui sont aidées dans le cadre des projets de premiers films, mais aussi des auteurs plus confirmés comme Mariana Otero, Claire Simon, Dominique Cabrera, Régis Soder, voilà. Donc des documentaristes qui font vraiment du cinéma documentaire et qui ont une ambition formelle assez forte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la ligne du Fonds d'aide à l'innovation. Écriture et développement renforcé, on est aussi là-dessus. L'esprit de cette aide, au départ, c'était vraiment de convaincre, d'essayer d'accompagner justement ces projets singuliers pour aller trouver des diffuseurs. Donc, c'est des projets qui n'ont pas de diffuseurs, qui n'ont a priori pas de distributeur. Et donc, on est vraiment dans cette idée de nécessité aussi, pour le coup, économique quasiment, parce que c'est des projets qui auront du mal à trouver d'autres financements par ailleurs. Donc il y a ce critère-là supplémentaire par rapport à l'écriture, en plus de la singularité de l'écriture, du dispositif formel qui est proposé. Donc cette idée il y a une prise de risque artistique et il y a aussi une nécessité là du soutien du développement renforcé pour que le film puisse se faire. Voilà. Oui, j'ajouterais qu'il n'y a pas de nécessité non plus pour l'aide à l'écriture que le film se fasse loin et que du coup on se dise il faut une aide pour écrire parce qu'il va falloir qu'il aille repérer au fin fond de l'Iran. C'est pas ces critères-là qui sont pris en compte. C'est vraiment l'artistique, c'est vraiment la vision d'un cinéaste, c'est vraiment la proposition formelle du regard d'un cinéaste. Donc c'est pas toujours le cas. Sur les régions, alors déjà, à nouveau, nous, on n'a pas d'aide au développement. C'est quelque chose qu'on souhaiterait mettre en place, mais on avait plusieurs fois suggéré à l'exécutif de mettre en place une aide automatique, mais ça ne s'est jamais fait. Et pour une aide sélective, il faudrait un nouvel humain pour gérer l'aide, parce qu'on est quand même très débordé. Mais il y a énormément de régions où il y a des aides à l'écriture et des aides au développement avec un accompagnement des auteurs qui vivent dans les régions. À nouveau, la région Île-de-France, c'est quand même toujours un cas un peu spécifique sur l'échelle de l'échiquier des régions. Nous, sur le volet aide à la production, de façon générale, il y a beaucoup d'aides régionales où quand même la valorisation du territoire, fiction comme documentaire, peut être un point fort. Nous, on s'en fiche. On n'a pas cette demande. Il nous est arrivé, je reviens à la fiction, d'aider des projets qui n'ont pas l'air de se passer en Île-de-France. Par exemple, Grâce à Dieu de Ozon, il y a la moitié du tournage en Île-de-France, tout se passe à Lyon. Donc, on est vraiment sur une spécificité. Sur le documentaire, ce qui va être retenu par les lecteurs, c'est le volet artistique, l'écriture. Alors, évidemment, il y a quelques réalisateurs un peu... Mais bon, en même temps, des réalisateurs en documentaire qui font des entrées, il y en a 3 ou 4, enfin, je veux dire, en salle. Non, mais on n'est pas du tout sur la concurrence qu'on peut avoir. En cinéma, vous pouvez vous retrouver avec un comité où vous avez un film de Ozon, un film de Desplechin, un film d'Olivier Assayas, un Zlotowski et un Mouret au même comité, avec 3 films à soutenir, et à côté, il y a des 2e et 3e longs d'auteurs montants. En documentaire, vous êtes toujours dans une configuration différente. Et à nouveau, le plus élevé que vous pouvez donner, c'est 100 000, alors qu'en fiction, vous pouvez monter jusqu'à 700 000. Donc, on n'est pas du tout... Enfin, vous hésitez moins à donner 40 ou 50 000 à un projet en plus ou en moins que sur les fictions. Sur le documentaire, nous, donc il y a très souvent, quand un auteur est installé, effectivement, il y a une confiance aussi qui est entendable des lecteurs, l'envie aussi. Quand vous aimez un auteur, vous avez envie de voir le film d'après, quand même, c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, une attention, je dirais que clairement,
la fragilité du comité, parce qu'on n'a pas assez de lecteurs du côté du documentaire, malgré nos suggestions à l'exécutif, qui choisit les membres, c'est justement d'avoir des projets peut-être de réalisateurs qui se construisent vraiment au tournage. Et on a laissé passer des projets de documentaristes de 40, 50 ans, qui sont des documentaristes installés, qui ont des films sélectionnés à Cannes, à Locarno, à Venise, parce que nos lecteurs, à mon avis, ne voyaient pas quel film ça pouvait donner. Voilà, ça c'est peut-être, mais c'est une fragilité qui est liée, à mon avis, à la constitution du comité. Ce sont les listes, elles sont en ligne, hein, donc il suffit de regarder et de voir qu'on a peu de lecteurs du documentaire et de lecteurs susceptibles de comprendre cette écriture qui, à nouveau, est particulière et qui ne peut pas se comparer à une écriture de fiction du tout. Du tout. Merci beaucoup. Alors le temps passe très vite et il nous en reste très peu, mais on va vous poser du coup par rapport à la sélection des projets une question importante, par rapport au retour que vous pouvez faire aux projets qui vous sont déposés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe et est-ce que vous faites des retours pour tous les projets, à la fois ceux que vous soutenez et ceux que vous ne retenez pas, et aussi notamment pour la région Île-de-France, on sait qu'il y a des votes qui peuvent être, enfin les comités peuvent voter en cas de pas de désaccord, mais disons lorsque l'attribution, voilà, à bulletin secret. Et on voulait savoir comment ça pouvait se passer aussi, ce genre de cas, et notamment avec la présence à la fois de lecteurs donc, qui font partie de la profession et de lecteurs qui sont plus du côté politique, public, donc les élus régionaux. Alors, donc à la région Île-de-France, c'est comme ça, c'est moitié des élus, moitié des professionnels, mais on peut considérer quelque part que les élus, ce sont des élus. Donc en fait, ils représentent une forme de société civile. On peut aussi le voir comme ça, et pas seulement comme une intrusion du politique dans la décision. On peut aussi voir qu'après tout, c'est des lecteurs, et on peut être assez surpris, hein, dans les deux sens. Il y a des bonnes surprises et des moins bonnes, mais il y a beaucoup de bonnes surprises. C'est-à-dire qu'ils arrivent aussi avec... Enfin, quand vous choisissez de basculer dans les commissions culture, c'est quand même les commissions les plus sympas. C'est quand même plus sympa de lire des projets de films que de statuer sur des budgets de construction de lycées, enfin, dans les faits. Est-ce que les élus sont mobilisés sur toutes les actions de la région Île-de-France, toutes sans exception. Donc, en général, de façon générale, les élus, ils sont plutôt à l'écoute des professionnels. Ils donnent leur avis, qui est un avis plus intuitif. Maintenant, quand vous siégez 2 ou 3 ans dans un comité, vous finissez quand même par vous faire une petite idée, mine de rien. Mais ils sont très à l'écoute globalement des professionnels. Là où il peut y avoir des clivages sur certaines idées politiques, c'est sûr que c'est arrivé, ça arrive forcément. C'est moins arrivé chez moi que ça n'arrive dans d'autres comités, notamment en aide après réalisation, etc. Mais c'est là, ça peut être là. On sait que c'est des sujets sensibles. Maintenant, la région, elle peut soutenir. On a soutenu Un pays qui se tient sage de David Dufresne, qui est quand même un documentaire sur les violences policières. Et David Dufresne, il tient depuis, je crois que ça fait 7 ans, une chronique au sein de Mediapart très claire sur les violences policières, où il a parlé de ça pendant des années. Donc, quand vous voyez un documentaire arriver, le documentaire n'est pas arrivé masqué, il est arrivé très clairement. Le projet a été soutenu, ça a été très compliqué. Il s'est fait attaquer. Il y a eu des attaques du syndicat de police. Et du coup, on a rajouté cette mention à la fin de nos documentaires qui dit le contenu du documentaire n'engage pas la région. On est la seule région en France à avoir cette mention. Mais ça dit aussi que on peut continuer d'accompagner des projets. Là, on a accompagné un documentaire qui vient de sortir qui s'appelle La très très grande évasion, qui est un documentaire sur l'évasion fiscale. Et l'évasion fiscale, ça concerne quand même assez rarement des ouvriers pauvres au chômage. Enfin, il faut avoir un certain nombre de moyens pour pouvoir faire de l'évasion fiscale. Et donc, ça vise potentiellement aussi des politiques, etc. Donc, c'est tout le paradoxe. Mais de toute façon, le politique, c'est un grand paradoxe. Oui, il y a parfois des discussions, des bagarres. Je pense qu'il y a, chez les élus, il peut y avoir une résistance à montrer les fragilités de la région. Elles peuvent parfois sembler un peu simplistes, mais parfois elles partent aussi de quelque chose que je peux, moi, recevoir comme une forme de... comment dire, ils n'ont pas envie qu'on ait une mauvaise image de la région. Et c'est pas forcément pour cacher, c'est pas forcément qu'ils vous disent que ça n'existe pas. C'est pas ça que vous avez souvent comme retour.
c'est plutôt qu'ils voudraient qu'il y ait une petite note positive, etc., qu'ils ont peur que ce soit trop négatif, mais le fait est que la région Île-de-France abrite aussi un certain nombre de contradictions et de problèmes. Mais globalement, moi, à titre personnel, j'ai jamais vu de projet bloqué. J'ai vu des réactions très vives, mais bon, vous avez 4 élus et 4 professionnels, donc voilà, nous, c'est un vote à bulletin secret, et après, la question peut se poser en cas d'égalité. En cas d'égalité chez nous, c'est la présidente du comité qui qui tranche. Voilà. D'accord. Et alors justement, vous votez, ensuite vous sélectionnez des projets, et on revient sur cette question. Moi, je ne sélectionne pas de projet. Non. Nous, il n'y a pas de présélection, pardon. Oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il n'y a aucune présélection. La seule présélection, c'est si le projet ne remplit pas les clauses. Je vais écrire, si vous remplissez, il faut déposer un certain nombre de pièces obligatoires et pour les documentaires et l'animation, dépenser 50% de vos dépenses post 1,8 en gros d'un devis CNC, même si c'est un peu ajusté, en Île-de-France. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas éligible. Donc moi, je vais présenter le dossier en disant, malgré 14 relances, enfin, j'en fais pas 14, mais j'en fais 3. Malgré 3 relances, le dépositaire n'a pas répondu, donc je vous alerte sur la... Mais ça n'arrive pas en général, les producteurs ont peur, donc ils remplissent les dossiers correctement. Mais nous, on ne fait pas de présélection. C'est le comité choisi, c'est un avis consultatif. Ensuite, on constitue un certain nombre de pièces. On met ça dans cette énorme machine qui est la préparation de la commission permanente. Et les élus valident l'aide. On n'a jamais eu, nous, d'élus on n'a jamais vu un projet soutenu en comité qui soit invalidé au moment du vote de la commission permanente. Mais c'est arrivé chez des collègues. C'était un département dans le sud de la France, c'était un documentaire sur l'extrême droite. Avis favorable du comité, pas voté au moment du vote. Mais nous, ça n'est jamais arrivé. Alors, le temps, comme je disais, passe très vite, donc on va maintenant passer à la partie questions du public. Et donc, on va faire passer le micro. Donc, si jamais vous avez des questions à poser à la fois aux producteurs et au comité, n'hésitez pas. On va... Les fonds de soutien, pardon. Oui, c'est ça que je voulais préciser, c'est qu'en fait, nous, on ne vote pas. Voilà, on organise, on anime la commission, mais souvent le CNC ne vote pas. Ce sont vraiment les professionnels qui... Certaines régions votent. Dans certaines régions, les chargés de mission votent. Bon, est-ce que quelqu'un a des questions, du coup ? Faut pas être timide. Hein. Non ? Bon, ok. Moi, j'avais une question... C'était par rapport à la fin des commissions. Quand il y a des retours, quand le film n'est pas pris, est-ce qu'il y a des retours positifs quand il y a des retours négatifs, comment vous les annoncez, et les productrices, comment vous les recevez, ces retours, qu'ils soient positifs ou négatifs? Mal. Ça, c'est une... Alors, du coup, je commence là sur le fonds d'aide à l'innovation. C'est une grande partie de mon travail, de faire des retours. Donc, comme je vous disais, il y a 700 projets qui sont déposés à l'année. Donc ça fait pas 700 retours quand même, mais bon, ça fait... Il y a beaucoup d'auteurs, en fait. Moi, je fais des retours à tous les auteurs qui le demandent. Au stade de la présélection, au stade de la plénière, refus, ou évidemment, les auteurs lauréats qui ont eu l'aide. Voilà. Mais c'est surtout le plus important, c'est pour les auteurs qui n'ont pas l'aide, qui sont refusés. Que ce soit à la stade de la présélection ou à la plénière, je fais des retours quand ils le demandent. Voilà, au stade de la présélection, on a des retours assez conséquents, en fait. Et quand le projet est monté en plénière, encore plus, parce qu'il y a les retours de la commission plénière. En comité de lecture, nous, on distingue. Il y a comité de lecture en présélection, commission plénière, ensuite en plénière, au deuxième rang. Et là où, en fait, les choix se font par les membres de la commission. Mais en présélection, il y a déjà 3 lecteurs qui lisent un même projet. Donc, il y a 3 regards déjà et il y a un échange en comité de lecture. Donc, on organise à peu près une trentaine de comités de lecture sur l'année, ce qui est assez important. Pas l'enfer, mais... Ça fait beaucoup, mais voilà, il y a 5, voilà, c'est ça, c'est à peu près ça. Il y a 5 comités à chaque session. Donc du coup, nous comment sont composés ces comités. C'est en général, on essaie de mélanger un peu les regards justement pour que ça soit intéressant et que ça se complète en termes de retour et d'avis et d'échanges. Donc c'est souvent un producteur, un réalisateur, un auteur, et puis un distributeur ou diffuseur ou programmateur de festival. Enfin voilà, donc qui ont à chaque fois un angle un peu différent sur le projet. On demande des retours écrits.
Donc, ce n'est pas des fiches de lecture extrêmement précises, hein, ce n'est pas un retour ultra détaillé qu'on va faire à l'auteur, mais c'est quand même... on demande quand même au lecteur d'argumenter sur les points positifs, c'est-à-dire voilà, les personnages, l'incarnation, le regard, le point de vue, est-ce qu'il transparaît à travers le synopsis, etc. Enfin, bon. Et puis, effectivement, sur les points qui ne vont pas, qui sont à travailler, voilà, avec parfois des recommandations. Merci beaucoup. Excusez-moi, je vous coupe parce qu'il y a une autre table ronde après. C'est juste pour avoir un dernier mot de votre part au niveau des retours. Comment vous les recevez ? Mal, forcément. Alors, rapidement, en fait, quand c'est positif, de toute manière, c'est la grande joie. Mais par contre, généralement, ça engendre une déception si voilà, on n'a pas obtenu l'aide. Maintenant, je pense que c'est bien d'avoir un retour écrit parce que c'est toujours une remise en question et une façon de voir les choses différemment. Enfin, ça nourrit en fait les prochaines écritures, je pense. C'est vachement important, c'est vraiment essentiel le retour parce que c'est des lecteurs qui ne connaissent pas le sujet ni parfois le réalisateur, alors que nous on est baignés dedans depuis X mois et tout d'un coup on a un regard extérieur qui peut être effectivement différent et quand c'est négatif évidemment on est déçu, mais en même temps ça permet de repositionner en fait la relation, le sujet et d'avancer. Donc non, c'est très très important. Très bien, merci beaucoup Mireille. Oui. Il est rare que les comités fassent des retours écrits. Hein. En général, c'est des retours oraux. Nous, voilà, c'est par téléphone en fait. Voilà. Mais nous, on fait un retour aussi à tout le monde, voilà, positif comme négatif. Merci beaucoup Myriam Gast, Marine Coat-Alem, Catherine Canton et Laurence Milon d'avoir accepté de participer à cette table ronde aujourd'hui. Nous laissons maintenant, c'est un réel plaisir de nous avoir parmi nous, et nous laissons maintenant la place à la prochaine table ronde qui parlera de la question de l'enfance dans le monde du cinéma. Merci à tous pour votre attention.